Salut les chimistes, content de vous retrouver. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger un exercice sur l'étude d'un atome polyélectronique qui va concerner l'analyse de la fonction d'onde et notamment la densité de probabilité de présence radiale. Et on va voir aussi comment du coup on retrouve l'expression du rayon d'une orbitale atomique dans le cas de cet exercice. Voilà, allez, c'est comme d'habitude, je fais un petit rappel. Vous pouvez télécharger le sujet où il y aura d'autres exercices aussi en description. Et bien évidemment, si vous voulez plus de contenu, c'est blablaro-chimie.fr avec plein d'exos corrigés, des quiz, etc. Allez, sans plus tarder, on s'y met. Alors, on commence avec ça. On vous donne une forme approchée de la partie radiale des atomes polyélectroniques proposée par Slater. Donc, on a une expression ici qu'on va admettre. Et dans la première question, on vous demande ce que représentent les constantes grand N, ZNL étoile et A0. Donc, grand N, finalement, c'est une fonction qui va assurer la normalisation de la fonction d'onde. Donc, ici, en l'occurrence, c'est la fonction radiale qu'on vous donne. Donc, on peut dire que c'est une constante de normalisation. Et la condition de normalisation, si on ça doit traduire le fait qu'on est certain de trouver l'électron dans tout l'espace. Donc si on l'écrit sur la fonction radiale, ça va s'écrire intégrale de r égale 0 à plus infini de RNL de r au carré. Alors j'ai mis un module, mais bon, c'est une fonction réelle, donc finalement, on s'en fiche, fois r carré dr égale 1. Voilà, si vous ne vous rappelez pas bien pourquoi, je vous invite à revoir le cours où on avait vu que la fonction totale, c'était la partie radiale fois la partie angulaire, et quand on écrit l'élément de volume en coordonnées sphériques, c'est r carré dr sin θ dθ dφ, et le r carré dr se retrouve dans cette partie-là. D'accord ? Et du coup, en remplaçant la constante n, on pourrait la déterminer en remplaçant r dans cette expression. Alors là, on ne va pas s'amuser à intégrer tout ça, c'est un sacré bazar. Mais voilà la réponse attendue. Ensuite, ZNL étoile, c'est la charge effective. Donc la charge effective, c'est la charge qui serait entre guillemets ressentie par les électrons qui occupent l'orbitale dans un modèle où on néglige les interactions interélectroniques et on remplace justement ces interactions interélectroniques par un effet d'écran. Et donc ça, on le fait apparaître dans l'expression de la charge effective, qui pour une sous-couche NL s'écrira numéro atomique moins la constante d'écran sigma NL, qui, elle, son calcul n'est pas dans le programme, donc voilà. Mais on peut la calculer à partir des autres électrons dans l'atome. Bref. Ensuite, A0 égale 52,9 picomètres. C'est ce qu'on appelle parfois le rayon de Bohr, mais c'est surtout le rayon de l'atome d'hydrogène. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec la question 2. Donc dans la question 2, on vous demande d'exprimer la densité de probabilité de présence radiale en fonction de R. Donc c'est la fonction grand DNL de R. Je l'ai noté comme ça dans le cours. Je ne vous rappelle pas la démonstration, on va directement l'indiquer. Donc DNL de R, on avait montré que ça s'écrivait R au carré, hop là, grand R au carré fois petit r au carré. Allez, passons maintenant à la question 3. On nous demande d'en déduire l'expression du rayon d'une orbitale atomique dans le cadre de ce modèle. Déjà, moi je vous propose de rappeler la définition du rayon d'une orbitale atomique. Donc en fait, le rayon d'une orbitale atomique, c'est la distance au centre pour laquelle la densité de probabilité de présence radiale, donc la fonction DNL de R, est maximale. Autrement dit, c'est la distance à laquelle la probabilité de trouver l'électron est la plus élevée. Bon, mathématiquement, on va chercher ça, donc dire que DNL de R est maximal, ça revient à chercher le zéro de la dérivée. Donc on va dériver DNL de R par rapport à R, et on dit que pour R égale le rayon de l'OA, ça doit être égal à 0. Donc là, on va y aller tranquillement, ça veut dire que je vais dériver par rapport à R, R carré fois, alors grand R carré, je vais le remplacer, donc ça me fait la constante de normalisation au carré. Ensuite, je vais avoir R sur A0, hop là, du coup n-1 au carré, donc ça me fait 2n moins 2. Et puis exponentielle, donc comme elle est au carré, le 2 va dans l'exposant, donc ça me fait moins 2 ZNL étoile fois R
sur n à 0. Ok, donc il faut que je dérive tout ce truc-là, et ça va être égal à 0. Bon, bah déjà, si c'est égal à 0, ça veut dire que les constantes, on peut s'en débarrasser. Hein. Grand N carré et A0, on va pouvoir s'en débarrasser. Ensuite, vous voyez, j'ai R puissance 2n moins 2 fois R carré, ça fait R puissance 2n, et l'exponentielle. D'accord? Donc, on continue d'avancer pas à pas. Donc, ça veut dire que je vais le réécrire proprement pour ne pas aller trop vite. Je vous conseille évidemment d'avoir fait le calcul avant de le regarder, sinon c'est vraiment dommage, c'est du gâchis même. Donc j'ai R puissance 2n exponentielle moins 2z étoile nl fois R sur n à 0, et maintenant on va dériver, là j'ai un produit de deux fonctions, donc par exemple u fois v, et donc je vais faire u'v plus uv'. Bref, dérivation d'un produit, donc quand je dérive R puissance 2n, ça me donne 2n fois R puissance 2n moins 1. L'exponentielle reste ici, telle qu'elle, donc moins 2znl étoile R sur n à 0. Et dans le deuxième terme, je dérive l'exponentielle, donc je vais avoir moins 2znl étoile sur n à 0, fois toujours l'exponentielle, moins 2znl étoile R sur n à 0, sans oublier le terme R puissance 2n. Tout ça égale à 0. Là, on peut faire des simplifications, parce que regardez, déjà le terme en exponentielle, il est toujours positif, donc on peut le simplifier. Ensuite, vous voyez que j'ai R puissance 2n moins 1. De ce côté-là, j'ai R puissance 2n, donc je peux simplifier des deux côtés par R puissance 2n moins 1. D'accord? Donc ça veut dire que je simplifie ici, et de ce côté-là, j'ai la puissance qui saute. Et une fois que j'ai écrit tout ça, normalement, on doit arriver à quelque chose de pas trop mal. Donc, je vais avoir, dans le premier terme, il va me rester 2n, et le deuxième terme, je vais le passer de l'autre côté. Donc, ça va me faire 2znl étoile sur n à 0 fois r. Alors en fait, ce petit r depuis tout à l'heure, c'est le rayon de l'OA. Hein. Je l'avais noté en toute rigueur, j'aurais dû noter ROA à chaque fois, mais voilà, je ne me suis pas encombré avec ça. Là, je peux simplifier par 2 et j'arrive à l'expression finale du rayon de l'OA qui va donner n carré sur znl étoile fois A0. Si vous vous souvenez bien, dans le cours, on avait vu cette formule approcher du rayon d'une orbitale atomique. D'ailleurs, je vous ai dit, elle n'est pas à connaître, ce n'est pas une formule qui est exigible dans le programme, mais on l'avait vu, on l'avait interprété, donc vous voyez qu'à partir de cette fonction radiale proposée par Slater, on retrouve la formule du cours. Okay, il n'y a évidemment rien à connaître par cœur là-dedans, mais juste avoir compris que pour déterminer le rayon, on va chercher le maximum de la fonction grand D. Ensuite, on vous demande de donner la configuration électronique du chlore dans son état fondamental. Donc là, le numéro atomique n'était pas donné, mais je vous rappelle que vous êtes censé connaître les 3 premières lignes de la classification périodique, et donc le chlore fait partie justement de la 3e ligne, il se trouve dans la colonne 17. Donc on peut retrouver assez facilement déjà son numéro atomique, qui vaut 17, et donc la configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. On a donc les électrons de valence qui sont les électrons 3s et 3p. On vous donne ensuite le rayon atomique du chlore qui vaut 78 picomètres. Et on vous demande de calculer la charge effective pour les électrons de la couche externe, puis la constante d'écran associée. Donc la couche externe, du coup, la couche c'est définie par le nombre quantique principal petit n, donc ici c'est la couche n égale 3, et on va réutiliser la formule qu'on a démontrée tout à l'heure. Donc on a montré que le rayon, ça allait être n carré sur znl étoile fois A0. Donc dans notre cas, si vous y regardez bien, là, il y a peut-être un tout petit bug, c'est que normalement la charge effective, elle dépend de la sous-couche. C'est-à-dire que 3S, 3P, on devrait avoir quelque chose de différent. Là, dans l'énoncé, il a indiqué de la couche la plus externe. Il me semble qu'il aurait été plus rigoureux de dire de la sous-couche, mais bon, peu importe, on peut quand même
faire le calcul. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la charge effective. On va prendre la sous-couche la plus externe, mais on trouverait pareil ici pour 3S, vu les informations données dans l'énoncé. Et donc ce sera n au carré avec n égale 3, donc 9, divisé par le rayon du chlore, fois A0. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Et donc je trouve une charge effective pour la sous-couche électronique 3P qui vaut 6,1. Ensuite, on nous demande d'en déduire la constante d'écran. Donc la constante d'écran, tout simplement, ça va être le numéro atomique moins la charge effective. Donc la même chose, je fais application numérique. On trouve une constante, donc là pareil, pour 3P, qui vaut 10,9. Donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets du coup de dire que la charge effective, ça va être pour les électrons de la sous-couche externe. Et d'ailleurs, dans l'énoncé, si vous le téléchargez dans la description, je vais corriger ce bout-là parce que c'est plus cohérent et c'est bien la sous-couche électronique la plus externe qui va permettre de définir le rayon de notre atome. Donc en fait, c'est le rayon de l'orbital atomique, on va dire, qui a la plus grande extension spatiale. Allez, sixième question, on nous demande de comparer le rayon atomique du chlore à celui de l'ion monoatomique obtenu facilement à partir du chlore. Donc, si vous vous rappelez, le chlore, sa configuration électronique fondamentale termine en 3s2, 3p5. Donc, il va facilement donner un ion Cl-, chlorure, parce que le Cl-, qui est toujours à 17 protons, va capter un électron pour arriver à une configuration électronique fondamentale à couche pleine. Donc, on va retrouver 3s2, 3p6 à la fin, d'accord? Donc ça veut dire que c'est la même configuration électronique fondamentale que l'argon. Ok? Voilà, comparer le rayon, là c'est un raisonnement qualitatif simple, c'est-à-dire ce qu'on va dire c'est que le nombre de protons dans le noyau est resté constant, on a rajouté un électron, le fait d'ajouter un électron va augmenter la répulsion entre les électrons qui vont avoir tendance du coup, répulsion à se repousser, et donc à globalement augmenter la taille du rayon, ce qui veut dire qu'on va avoir le rayon de Cl- qui doit être supérieur au rayon du chlore neutre. Et enfin, dernière question, pour les rayons atomiques du fluor et du phosphore, on trouve 100 et 41 picomètres attribués à chaque atome sur un rayon atomique. Donc là, on va utiliser simplement la position dans la classification périodique, puisqu'on est censé les connaître. Donc je ne vais pas tout mettre, mais si je mets carbone, azote, oxygène, fluor, néon, en dessous, on va avoir le silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Bref, voilà, nous les atomes qui nous intéressent, du coup là on a parlé du chlore, et donc j'ai le chlore ici, le fluor est au-dessus et le phosphore se positionne comme ça. Donc il faut se rappeler que le rayon atomique, globalement, l'augmentation du rayon atomique, se fait lorsqu'on descend le long d'une colonne, donc là on a le rayon atomique d'un atome qui va augmenter, mais également lorsqu'on va vers la gauche, d'accord? Donc les raisons, ça on les avait évoquées en cours. Lorsqu'on descend, la couche la plus externe devient tout de suite beaucoup plus externe. Et lorsqu'on va vers le bas, je crois que j'ai dit une connerie. Lorsqu'on va vers le bas, effectivement, la couche la plus externe est beaucoup plus externe, ce qui fait que la taille augmente considérablement. Lorsqu'on va vers la gauche, il va y avoir moins de protons, moins d'électrons. Mais globalement, c'est l'effet de charge centrale qui est le plus fort. Et donc on voyait que justement, ça refait gonfler l'atome, donc la taille augmente de droite à gauche. Voilà, du coup on en déduit assez facilement que le rayon du fluor est inférieur au rayon du chlore, qui est lui-même inférieur au rayon du phosphore, ce qui nous fait un rayon pour le fluor de 40 picomètres, et pour le phosphore, un rayon de 100 picomètres. Voilà les chimistes pour cet exercice. Ok les chimistes, j'espère que ça vous aura plu et aidé. N'oubliez pas comme d'hab, boum, le pouce, les questions dans les commentaires si vous avez besoin. Et puis pour ceux qui souhaitent aussi de la chimie, pas uniquement destinée à l'enseignement supérieur, mais aussi un petit peu à la vulgarisation, n'oubliez pas de me retrouver sur la chaîne principale Blablaro au labo. Allez, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Travaillez bien et à très vite. Salut.